Mes chers camarades, bien le bonjour. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose, sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. C'est beau ce que tu dis, Ben. On dirait de la poésie. Ok. Vous avez sans doute tous déjà entendu ce poème de Pierre de Ronsard sur les bancs de l'école primaire. Eh bien, figurez-vous que c'est ce château, à Talcy, qui lui souffle l'inspiration de ces mots. Et oui, l'histoire, ça n'est pas que la vie des rois et les grandes batailles, c'est aussi de la poésie. C'est à quelques kilomètres de Blois que vous trouverez le témoin d'une époque lointaine, le château de Talcy, qui a su conserver son mobilier et son magnifique jardin. En témoigne l'incroyable conservation de ce pigeonnier, mais également celle du pressoir à vin, indispensable lorsque l'on constate la qualité et la beauté du verger du château. Mais au-delà de son esthétique qui nous transporte dans le temps, c'est aussi et surtout son histoire qui nous promet un voyage empreint de littérature et de poésie. Amour impossible, refuge lors des guerres de religion, ce lieu est bien évidemment chargé d'histoire. Commençons ensemble par vivre l'histoire de Pierre de Ronsard, dont le séjour au château et l'histoire de cœur tragique qui y vécut inspireront sa plume. Né en 1524, il raconte lui-même que sa généalogie remonte en Europe de l'Est jusqu'aux rives de la mer Noire, lieu de naissance du héros de la mythologie grecque, Orphée. Ça commençait bien, hein? Alors pourquoi je parle au passé? Eh bien parce que la réalité est assez différente, puisqu'il est fils d'un écuyer et d'une fille de notable issue de lignée de serviteurs du roi. Aucune honte à avoir donc, mais Ronsard, comme beaucoup de ses contemporains de la Renaissance, s'est créé une généalogie fictive. Devant votre PC, je sais que vous vous posez cette question profonde de sens. Pourquoi? Eh bien parce qu'à cette époque, c'est la mode des antiques, où on fait revivre les héros de l'Antiquité. Les nobles se rattachent ainsi à des familles nobles plus anciennes, en remontant par exemple jusqu'à l'Antiquité romaine, ou comme Ronsard en s'octroyant une filiation divine. En gros, c'est un peu comme trafiquer son CV, ça peut sembler être une bonne idée, mais à un moment donné, ça commence à se voir. En 1445, lors d'un bal à la cour de Blois, Pierre de Ronsard rencontre sa toute première muse, la très jeune Cassandre Salviati, alors âgée de 13 ans. Le poète, lui, en a 20. Il s'éprend immédiatement d'elle, mais ne peut pas l'épouser. Et cela non pas parce qu'elle n'a que 13 ans, je le rappelle, mais bien parce qu'il est un prêtre tonsuré, c'est-à-dire qu'il s'est rasé une partie des cheveux. La tonsure était une pratique chrétienne symbolique qui représente la renonciation au monde lors de l'entrée dans les ordres. Et de façon pratique, elle permettait aussi de différencier les religieux des autres groupes sociaux. Malgré tout, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et il écrit à Cassandre un total impressionnant de 182 sonnets, dont le célèbre « Mignonne, allons voir si la rose », qui se termine par « Cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté ». Une façon à peine cachée de l'inciter à partager son lit. Non seulement l'auteur est prolifique, mais en plus il est très délicat, et ça, c'est beau. En même temps, elle avait 13 ans. Ouais, c'est pas faux. Enfin, autre temps, autre mœurs. Pour ce qui est de leur relation après cette rencontre, les versions diffèrent. Certains disent qu'il ne l'a jamais revue, d'autres qu'il la revoit régulièrement au château de Talcy et essayent de la séduire près de ce puits forgé surmonté d'un toit d'ardoise. En vain. Elle se marie l'année suivante avec Jean de Peigné, seigneur de Pray. Mais c'est bien au château de Talcy que vécut Cassandre, la muse, qui inspire Ronsard lorsqu'il écrit le premier des livres des amours, les Amours de Cassandre. Le château, qui existe probablement depuis le XIIIe siècle, est acheté en 1517 par le père de Cassandre et banquier florentin Bernard Salviati dans le but d'en faire une maison secondaire. Il le modifie dans la continuité directe de la tradition gothique, sans trop prendre en compte la mode italienne, fait étonnant pour un château modifié par un Italien. Enfin, chacun ses goûts, comme dirait l'autre. Reste tout de même cette très belle galerie, élément qui sort de la tradition gothique et qui vient de la mode italienne de la Renaissance. Et alors que la première guerre de religion entre catholiques et protestants gronde, Catherine de Médicis organise la conférence de Talcy avec Charles IX, le prince de Condé et les principaux chefs protestants, dans une tentative infructueuse d'apaisement.
On peut d'ailleurs retrouver au château deux chambres dites de Catherine de Médicis et de Charles IX en mémoire de ces personnages. Le mobilier, très bien conservé, n'est cependant pas de cette époque. Celui de la chambre de Charles IX date par exemple du XVIIIe siècle. Non mais moi je l'ai vu tout de suite que c'était pas d'époque. Mais je veux pas vexer Ben. Quoi? Qu'est-ce que tu dis encore? Rien? Théodore Agrippa d'Aubigné, écrivain et poète protestant, est très attaché à la cause des Huguenots, le nom que l'on donne aux protestants durant les guerres de religion. Il dénonce d'ailleurs les conditions de vie dans son œuvre. Après le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, qui fait entre 10 000 et 30 000 morts à travers la France, il se réfugie à Talcy. Il y débute l'écriture de son œuvre, Les Tragiques. On raconte qu'il aurait eu au château la vision lui inspirant cet ouvrage dans lequel il raconte le jugement dernier. Les catholiques sont damnés et les protestants se retrouvent aux côtés de Dieu. Agrippa d'Auvigné cite d'ailleurs Talcy dans plusieurs vers de ce recueil. Comme Pierre de Ronsard 30 ans auparavant, il y trouve aussi une muse. Coïncidence amusante, il s'agit en fait de Diane, la nièce de Cassandre, qui avait tant fait fondre le cœur de Ronsard. En 1718, Jérémie et Marie-Jeanne Burgeat réaménagent le château pour le mettre au centre d'un domaine agricole de 550 hectares. Un colombier, une bergerie, une basse-cour, un potager, un verger, des vignes et des champs de céréales garnissent ses environs. Son intérieur est également redécoré à cette époque et on peut maintenant y admirer une salle à manger du XVIIIe siècle très bien conservée et garnie de meubles sur mesure, fabriqués exprès pour ne pas cacher les tapisseries indiennes. Ancrée de manière artisanale, cette ancienne forme de papier peint est appelée ainsi car elle provient du comptoir des Indes. Pourtant, ces tissus sont interdits de 1686 à 1759 dans le but de protéger les industries françaises. Mais comme on peut le voir sur ces murs, l'imitation française fonctionne bien. Le château devient ensuite la propriété de la famille Stapfer, des protestants suisses alliés des Burgeat. Ce qui est drôle, c'est que le château semble destiné à une histoire empreinte de littérature, puisqu'au XIXe siècle, un certain Albert Stapfer, traducteur français de Goethe, y organise des salons littéraires voyant passer notamment Stendhal ou encore Prosper Mérimée. Comme 3 siècles auparavant, le château est un endroit de séjour pour de grands hommes de lettres, lieu de culture et d'échange. Et voilà, c'est la fin de cet épisode au château de Talcy, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans le Loir-et-Cher. Salut!